Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Notre deuxième invité avec nous dans ce studio, monsieur Souleymane Sow, directeur exécutif Amnesty International Guinée, Talibé Bari. Première question, d'abord, monsieur Sow, bienvenue, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci à vous. Oui, Talibé. Alors, vous êtes une vingtaine d'ONG guinéennes de la société civile à avoir décidé de coaliser vos efforts pour défendre les recommandations pays émises par le Conseil des droits de l'homme lors du 3e examen périodique universel EPI. Dites-nous d'abord, c'est quoi l'EPI? Alors, l'EPI, c'est l'examen périodique universel. C'est un processus qui a été mis en place au niveau des Nations Unies qui consiste à passer la revue au niveau de tous les États au monde entier et passer la revue de toutes les questions des droits humains. C'est une sorte de si vous voulez, d'une tribune où on pose des questions, on demande à l'État quelles ont été les réalisations, le respect des engagements sur toutes les questions des droits humains à travers le monde. Et c'est que cette session, ce processus, chaque État passe tous les 5 ans. Et apparemment la Guinée, son dernier passage date de 2020. Exactement, donc la Guinée est passée pour la 3e fois en 2020, parce qu'on était déjà passé en 2010 puis 2015, et en 2020, en janvier 2020, la Guinée est passée à ce processus. À chaque fois qu'un État passe, donc la Guinée présente un rapport pour dire voici ce que nous avons pu faire, l'État guinéen a pu faire pour la réalisation des droits de l'homme, et nous, organisation de la société civile, nous soumettons nous aussi un rapport alternatif, et l'institution nationale aussi indépendante des droits de l'homme peut aussi soumettre un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Et c'était quoi la note de la Guinée avant de passer? Alors, c'est pas une note, si vous voulez, on note pas pour dire tel pays respecte plus qu'un autre. On fait la situation pour voir à quel niveau il y a eu des avancées. Vous pouvez savoir, par exemple, en Guinée, avec la révision du code pénal en 2016, il y a eu énormément d'avancées à ce niveau. Mais il y a aussi, évidemment, beaucoup de choses. Toujours l'impunité, comme vous pouvez le constater. Le procès du 28 septembre n'a toujours pas lieu. Donc, voilà des exemples de sujets qui sont débattus lors du passage à l'école. Alors, monsieur Sow, vous représentez qui dans ce studio? Amnesty International ou un collectif? Non, je ne représente pas aujourd'hui là Amnesty, même si je suis le directeur. En fait, nous avons une coalition d'ONG, 27 organisations de la société civile, que ce soit des ONG qui travaillent dans le domaine des droits humains ou aussi des ONG de développement ou des ONG qui travaillent pour les droits de l'enfant ou des femmes. Il y a une panoplie, pluralité vraiment des ONG qui travaillent pour la mise en œuvre. Quand vous prenez, si vous voulez, cette question des droits humains globalement, le passage de l'EPI, ce n'est pas simplement des droits de l'homme parce qu'il y a aussi le développement dedans, il y a les questions de climat qui sont dedans et donc c'est tout cela que moi aujourd'hui je représente ici. Alors, oui, dans Emmanuel. cette panoplie justement d'organisation de la société civile que vous avez citée, quel est, on va dire, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce processus conduisant vers, comment on appelle, cet examen périodique universel? Alors, merci. En fait, ce processus, nous, organisation de la société civile, la première chose, je vous ai dit tout à l'heure, nous avions présenté un rapport alternatif que nous avons déposé en 2019. Et puis, lors du passage de la Guinée, donc nous étions présents du côté de Genève, où on avait des représentants qui ont participé à ce processus. Et nous faisons, si vous voulez, vraiment des alertes et nous faisons énormément de plaidoyer. Depuis le passage de la Guinée, nous nous sommes retrouvés, il y a eu 213 recommandations qui avaient été soumises à la Guinée et la Guinée a accepté 203 recommandations et a noté 10 recommandations. Et donc sur ces 213 recommandations que la Guinée a acceptées, nous avec notre partenaire UPR Info, nous avons classé ces recommandations par thématique. Les recommandations en lien avec le développement, les droits économiques, socio-culturels, les recommandations liées avec les droits civils et politiques, les questions de l'enfance ou les questions de la femme. Et puis après, nous avons fait une priorisation. Et donc sur ces 203 recommandations, nous avons accepté dedans 30 recommandations que nous considérons comme des recommandations prioritaires, que nous faisons des plaidoyers auprès de l'État. On avait commencé le travail auprès de l'ancienne Assemblée nationale, que maintenant nous allons aller vers le CNT pour la mise en place, pour la réalisation, la mise en œuvre de ces recommandations.
Et quelles sont-elles, ces principales recommandations? Alors, une des recommandations dedans, par exemple, c'est sur lutter contre l'impunité. Vous savez, depuis quelques années, il y a beaucoup de cas de mort. Il y a toujours le dossier du 28 septembre qui est toujours là. Le procès tarde toujours à s'ouvrir. Alors que la Guinée, depuis déjà son passage, lors du deuxième passage de la Guinée en 2015, s'était engagé à mener ce procès. Et jusque-là, le procès n'a pas lieu. L'ère des différentes manifestations, vous avez vu, il y a beaucoup de cas de mort et tout, et là il n'y a toujours pas d'enquête, il n'y a pas de poursuite contre le crime de sang. Il y a aussi le fait que, par exemple, que la Guinée, avant la révision du code pénal, il y avait la question de la peine de mort, et qu'il y avait des personnes qui avaient été condamnées à la peine de mort, qui sont à la prison de Kindia, et que donc une des recommandations aussi demande à l'État guinéen de revoir ces condamnations, comme il n'y a plus de peine de mort, pour revoir leur peine. Et donc voilà des exemples de recommandations. Il y a aussi évidemment des recommandations dont on a commencé, qui sont en cours de réalisation. C'est notamment par exemple le passage de la loi d'accès à l'information publique qui faisait partie d'une des recommandations. Mais par exemple la recommandation qui demande la mise en place d'une loi spécifique portant promotion et protection des défenseurs des droits humains, qui n'est pas mise en cours, toujours mise en œuvre, et donc nous faisons le plaidoyer pour cette mise en œuvre. Oui, peut-être. Qu'attendez-vous dans ce sens des nouvelles autorités? Mais écoutez, ce que nous attendons des nouvelles autorités, c'est vraiment de s'approprier de ces recommandations, de ces 3 recommandations, comme c'est l'État qui s'était engagé à mettre en œuvre ces recommandations. Et donc nous appelons les nouvelles autorités à œuvrer pour la mise en œuvre de ces recommandations. Notamment, par exemple, la ratification d'un certain nombre de textes au niveau international contre la torture, par exemple. Vous savez qu'en fin 2020-2021, il y a eu des cas de morts suspectes de torture, par exemple, à la maison centrale. Et donc, si la Guinée ratifiait ce protocole, il y aurait eu un mécanisme automatique d'enquête, et donc qui nous aurait permis de clarifier ces choses. Il y a des cas de personnes qui sont blessées lors de ces manifestations, qui ont besoin de soins. Ça fait partie de ces recommandations. Il y a aussi le fait, par exemple, il y a une recommandation qui demande à l'État guinéen, par exemple, de garantir un hébergement pour les filles dans le système universitaire. Vous savez, il y a plus de dortoirs dans les universités. Et il y a aussi, par exemple, dans le cadre du développement, une recommandation qui demande à l'État d'associer, de consulter les populations autochtones impactées par les entreprises extractives minières, et donc que ces populations aussi soient associées avant la signature, par exemple, des contrats miniers. Alors bien, est-ce que, parce que sauf si je me trompais, je crois qu'à l'époque, quand le ministère des droits de l'homme existait, c'est lui qui allait représenter la Guinée en ce qui concerne justement cette rencontre, ces revues-là. Oui. Maintenant que le ministère tel qu'il existait n'existe plus, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous devez porter à la connaissance du ministère de la Justice ces recommandations et suivre de près leur mise en œuvre? Effectivement, il y a eu, avec cette réorganisation, aujourd'hui c'est le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il y a la semaine dernière, le ministère de la Justice a même inauguré... Il regorge dans son sein désormais une direction nationale des droits de l'homme, qui est logée à l'ancien ministère de l'Unité nationale. Et donc, ils ont inauguré la semaine dernière une salle multimédia, spécifiquement d'ailleurs sur ce sujet, sur les mécanismes des droits humains. Et donc c'est une espèce de laboratoire, et nous espérons que cet outil qui a été mis à disposition au gouvernement guinéen avec la participation du HCDH permettra aux autorités guinéennes de bien s'en approprier, aux nouvelles autorités, pour étudier et prendre ces différentes recommandations vraiment pour leur mettre en œuvre. À ce stade-là, est-ce que vous les avez rencontrés? Nous avons rencontré le directeur national des droits de l'homme, nous avons échangé, ils viennent de renouveler le comité interministériel, et la semaine prochaine nous allons prendre contact avec le nouveau comité interministériel pour discuter des différents points. Alors, ok, monsieur Sow, parlant de la ratification des textes de loi contre la torture, ne pensez-vous pas que c'est souvent pendant la garde à vue où les aveux sont estorqués qu'il y a torture?
Oui, non, mais en fait, la ratification de ce protocole additionnel, c'est pas que à la maison centrale ou autre. Effectivement, ces cas de torture peuvent se passer lors des gardes à vue. Mais les derniers cas qu'il y a eu, c'était lors des interpellations. Mais le dernier cas de torture, en tout cas suspecté, c'était vraiment à la maison centrale. Mais ce mécanisme permet effectivement non seulement de faire une éducation, une sensibilisation, donc vraiment fait un travail dans la prévention avant qu'on en arrive vraiment à la réalisation à la fin quand il y a des cas de torture pour la réparation. Mais qu'est-ce qui explique un phénomène aussi grave que la torture, que la Guinée n'ait pas ratifié justement ce texte jusqu'à date? Est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce que vous avez des explications? Non, pour le moment, on n'a pas d'explication. C'est un protocole additionnel. Si vous voulez, il y a la convention que la Guinée a ratifiée et maintenant, il y a le protocole. Et ce protocole, la facilité de ce protocole, c'est que ça ouvre vraiment à un mécanisme de mettre en place des journalistes, des personnes de la société civile qui pourraient visiter très souvent les prisons et donc pour faire la prévention vraiment contre la torture. Et dès qu'il y a un cas suspect, les autorités eux-mêmes auront un mécanisme à côté pour leur permettre de mener une enquête. Donc ce protocole additionnel est vraiment un plus pour suivre ce cas de torture. Peut-être avant la question d'Emmanuel, est-ce que c'est l'équivalent du dispositif l'AIDI que d'autres structures avaient mis en place à l'époque pour un peu, si vous voulez, suivre à la lettre les différents engagements du régime Alpha Condé et du Premier ministre à l'époque. Oui. Donc est-ce que c'est un peu ce même dispositif que vous mettez en place là pour suivre de près? C'est un peu à peu près ça, sachant que Ablogui, qui était initiateur de ce projet, est membre de cette plateforme aussi. Et donc c'est vraiment de suivre tout ce qui est la mise en œuvre, que ce soit les discours, les actes. Et donc, mais nous allons beaucoup plus vers le gouvernement, vers le CNT qui est en place et vers tous les autres acteurs, parce que ces recommandations, c'est vrai que ça incombe à l'État, mais les populations aussi que nous sommes doivent maîtriser ces recommandations pour pouvoir interpeller l'État à la mise en œuvre de ces recommandations. Emmanuel Milimono. Finalement, depuis le passage de la Guinée à son dernier examen périodique universel, dites-nous, est-ce qu'il y a quelque chose, des recommandations qui ont été mises en œuvre, et si oui, ce sont lesquelles? Il y a des recommandations qui commencent. Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi d'accès à l'information publique qui a été adoptée en 2020. Après le passage en 2021, après le passage de la Guinée, et donc c'est un début de mise en œuvre de ces recommandations. Il y a aussi la mise en place de la CRIEF avec la lutte contre la corruption, et cette question de corruption aussi faisait partie d'une des recommandations, et donc c'est évidemment aussi là aussi c'est un début de mise en œuvre de ces recommandations. Tous les cas de viol que nous enregistrons avec les poursuites, les procès aussi faisaient partie aussi de ces recommandations. Donc c'est un début aussi de mise en œuvre de ces recommandations, même si nous à ce niveau, nous disons que c'est encore trop peu, vu l'ampleur de ce phénomène de viol, avec toutes les campagnes d'éducation, de sensibilisation que devait mettre en place le gouvernement guinéen. Et par la liberté de la presse? Si, il y a aussi la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Un des gros reculs, c'est par exemple l'interdiction encore de toutes les manifestations dans le pays, que la Guinée n'a pas le droit de le faire. C'est on ne peut pas interdire dans un pays toute manifestation dans tout le territoire, et donc ça c'est un gros recul au niveau des nouvelles autorités qui a maintenu cette interdiction. Et évidemment il y a la question de l'INIDH et de la liberté de la presse qui est dans ces recommandations. Pourquoi l'INIDH? L'INIDH, si vous voulez, cette institution nationale indépendante des droits de l'homme ne respectait pas les principes de Paris, et donc la principale recommandation c'était que cette INIDH respecte les principes de Paris, intègre vraiment les principes. C'est quoi sa l'idée principale? Si vous voulez, que cette loi, quand elle a été adoptée avant la promulgation, quand vous regardez la composition de cette institution, vous allez voir que les fonctionnaires de l'État étaient plus nombreux que les autres. Donc il n'y avait presque plus d'impartialité. Il y a aussi l'indépendance financière, la gestion aux lignes de recommandation qui demande à l'État de mettre vraiment suffisamment le moyen à cette institution pour qu'elle soit vraiment autonome et indépendante.
Peut-être que je n'ai pas bien entendu, mais déjà, 2 questions simples. C'est quoi clairement le nom de la coalition et quelles sont les organisations qui appartiennent à la dite coalition? Parce que vous avez cité tout à l'heure Ablogui. Oui. Alors, on n'a pas un nom en tant que tel, on a gardé les organisations de la société civile pour le suivi des recommandations EPU. Vous avez OUA Africa, c'est une ONG qui défend les droits de la femme. Vous avez Avipa, vous avez l'OGDH, vous avez l'OAD, vous avez Action Mine Guinée, vous avez la Ligido MDT, vous avez la COLT qui travaille sur les questions des enfants, vous avez le Parlement des enfants qui est représenté dans cette coalition. Il y a aussi des magistrats, Ablogui que j'ai cité tout à l'heure. Donc il y a plusieurs autres associations qui sont dans cette plateforme. Et qu'est-ce qui va changer par rapport au suivi des recommandations de l'EPI, étant entendu que comment dirais-je, la Guinée n'en était pas à sa première participation à ce processus? Effectivement, le constat était que la Guinée, lors de son premier passage et son second passage, il n'y avait pas un suivi de la mise en œuvre. Et donc, ce qui faisait qu'à chaque fois que la Guinée arrivait à cet examen, on commençait à parler de l'EPU. À 6 mois du passage de la Guinée, tout le monde commençait à courir pour collecter des informations et on ne savait pas est-ce que les précédentes recommandations avaient été mises en œuvre. Et donc là, cette plateforme que nous avons mis en place va suivre recommandation par recommandation où nous en sommes, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour pouvoir faire un plaidoyer. Et on espère, la Guinée doit passer à l'évaluation à mi-parcours en novembre de cette année. Et donc nous espérons avant novembre qu'il y aura, avec l'ouverture d'ailleurs de cette salle multimédia dont je parlais tout à l'heure, un rapport et explicatif avec chaque recommandation où nous en sommes, vraiment des explications détaillées. Et donc nous aujourd'hui, nous allons surveiller et attirer l'attention, interpeller l'État et tous les acteurs d'ailleurs impliqués dans ce processus pour la mise en œuvre de ces recommandations. Concrètement, quel est le rôle de ces OSCE dans la phase de mise en œuvre de ces recommandations? Que va faire chaque ONG ou que vont faire ces ONG concrètement? Alors, nous avons élaboré un plan d'action. Il y aura des campagnes de sensibilisation que nous allons mener. Là, nous faisons une campagne médiatique pour informer la population de l'existence déjà de ce processus et que c'est un outil que chacun de nous peut s'en approprier pour interpeller à chaque fois l'État. Et nous irons évidemment, nous travaillons, l'État c'est nos partenaires et donc nous irons vers eux parce que c'est eux qui vont réaliser ces recommandations. Et il y a aussi les PTF, les partenaires de la Guinée, qui peuvent aussi contribuer. Sachant que en citant ces partenaires, il y a par exemple le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui est représenté. Exactement. Ici. Oui, et sachant qu'à chaque fois qu'un État, parce que c'est les États qui soumettent une recommandation à un autre État. Donc là, par exemple, quand je prends la recommandation 113.6 qui a été soumise par l'Espagne, ça veut dire que la Guinée pourrait aussi se tourner vers l'Espagne pour dire voilà, vous nous avez soumis cette recommandation que nous avons acceptée. Bien. Comment vous pouvez nous aider à pouvoir mettre en œuvre cette recommandation? Et donc ça rentre aussi dans le cadre du partenariat. En 30 secondes, un message à l'endroit peut-être des autorités de la transition pour ce combat que vous comptez mener en 30 secondes pour terminer. Nous appelons les nouvelles autorités vraiment à reprendre à bras le corps les recommandations de l'EPI parce que de tous les sujets que nous sommes en train de parler dans ce pays se retrouvent en grande partie dans ces recommandations. Si nous mettons en œuvre toutes ces recommandations, ça serait déjà une très 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 grande avancée pour le pays. Merci. Mais, oui. Non, pas question. Oui. C'est juste par rapport à la CRIEF, comme je le disais, le DG de EDG Bangali Mati et son responsable financier sont convoqués devant la chambre de l'instruction aujourd'hui, mais que demain, la CRIEF animera une conférence de presse à 14h30 au ministère de la Justice, certainement une histoire de faire le bilan. Donc 14h30, rendez-vous pour les journalistes. Voilà, on peut dire que ce sera la première grande sortie de la CRIEF, n'est-ce pas? Probablement. Voilà, depuis sa mise en place. Ouais. En tout cas, il y a eu beaucoup de reproches, beaucoup de questions autour du fonctionnement de la CRIEF. Certainement demain, on aura l'information, surtout par ceux qui sont habilités à la donner. Merci Akumba, merci à tous. Merci à ceux qui étaient derrière la baie vitrée, Diaouné, Khalil Awada et Babé. Merci de votre attention. Demain, vous retrouverez l'équipe au plein de sa forme une fois encore avec aux manettes Aboubacar Diallo, le juste qui sera de retour. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir.
Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.